Quelle est l'ampleur de cette fraude? Est-ce que vous avez des derniers chiffres? Alors on n'a pas de chiffres parce que justement on a fait un travail qui se veut pédagogique et sérieux, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire un état des lieux. Comme beaucoup de chiffres ont été avancés avec des interprétations plus ou moins nauséabondes l'année dernière, on s'est plutôt focalisé sur les structures, le système et envisager des solutions. Alors c'est un rapport d'étape, le rapport définitif sera rendu dans quelques semaines. Voilà. Donc oui, plusieurs milliards d'euros, ça je peux le dire. Ça c'est clair parce que de toute façon on verse 450 milliards de prestations par an. 450 milliards de prestations en France. Doctus cum libro. On est les champions du monde. Hein. Ah, on n'est pas mauvais, oui. Oui, on est champions du monde. On est aussi très généreux, oui. Et on est très généreux. La France, il faut le savoir, est très généreuse en prestations sociales. Absolument. Alors, prestations sociales, c'est quoi? Rappelez. C'est les assurances maladie, c'est la vieillesse, c'est les indemnités journalières, c'est tout ce qui concerne les allocations familiales, les allocations logement, etc. Il y a toute une... Donc il n'y a pas un pays au monde qui donne autant à ses citoyens aussi facilement que la France. Alors si on donne facilement, ça entraîne la fraude. Et évidemment, et cette fraude qui est importante, je disais plusieurs milliards. Oui, ça c'est sûr. Comment faire? Comment lutter contre la fraude? Eh bien, vous avez avancé des solutions. Alors, on a avancé des solutions, oui, parce qu'on a vu d'abord, il y a des problèmes de tenue de fichiers. Il y a un nombre de centenaires. La France a vraiment un microclimat pour les centenaires. Si on en croit l'INSEE, les chiffres qui nous ont été donnés, qu'on a communiqués. Il y a beaucoup de centenaires en France. Oui, il y a beaucoup de centenaires. Ils sont présumés vivants, présumés morts, enfin tout ça. Donc, il y a des problèmes de preuve de vie. Donc, déjà, il faut régulariser une caisse à Marseille. Oui, une caisse à Marseille avait fait un petit contrôle. Ils ont eu 33 000 n'habitent pas à l'adresse indiquée. Donc il faut croire quand même qu'il y a un certain nombre de difficultés. Les caisses, si vous voulez, ont tendance à considérer qu'ils sont propriétaires de leurs données. Donc il faut quand même essayer d'échanger un peu. Pour que l'administration s'assouplisse et échange ces informations. Il faut surtout écouter ce que dit la Cour des comptes depuis des années et dans l'indifférence générale. Et puis il y a des problèmes beaucoup plus sérieux qui sont toutes les fraudes et notamment la fraude documentaire. Vous avez toujours une partie des gens qui vont expliquer qu'il n'y a pas de fraude. Je voudrais déjà vous dire juste une seconde, la fraude aux prestations, c'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau. On va pas chercher la fraude de survie. Il y a des réseaux qui sont organisés. On a notamment trouvé dans nos auditions un constat d'un monsieur qui avait reconnu 70 enfants. 70 enfants. Et il n'y a pas un clignotant, vous pouvez reconnaître à peu près autant d'enfants que vous voulez. Et personne s'en émeut. Mais non. Alors, là, ça a commencé. Mais oui, mais comme vous pouvez reconnaître un enfant dans l'Ariège, un autre à Paris, un troisième ou un quatrième dans le Nord, etc. Et comme rien ne se connecte, au bout de 70 enfants, le type, c'est quand même bingo, quoi. Ah, c'est bingo. 70 enfants, c'est bingo. Oui, voilà. Non, c'est sûr. Alors, Nathalie Goulet, vous donnez des solutions. Par exemple, obligation de fournir une preuve de vie chaque année. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un doute sur le fait que les gens soient morts ou vivants, il y avait, tout le monde le sait, un microclimat à Tizi Ouzou, mais il y en a aussi ailleurs. En Algérie, oui. Mais il y en a ailleurs. Les banques et les assurances, avec la loi Eckert il y a quelques années, vous envoient chaque année un document que vous devez signer pour savoir si vous êtes toujours mort ou vivant, pour éviter les comptes en déshérence, etc. Oui. Nous, avec Carole Grandjean, on propose d'appliquer, alors peut-être pas tous les ans, parce que c'est quand même un système très lourd, le même type de système pour avoir une preuve de vie des Donc, bénéficiaires. On serait obligé tous les ans ou tous les 2 ans de fournir à l'administration une preuve de vie pour toucher ces prestations sociales. Et pourquoi pas? Moi, ça me paraît bien. Deuxième mesure, une carte vitale à durée limitée. Voilà. Alors là, vous savez, le système, il a été fait pour une population sédentaire et ne s'est pas du tout adapté à la mobilité ni géographique ni professionnelle. Et donc, le système est extrêmement lourd. Oui. Bon. Et donc, changer de carte vitale et tout ça peut-être tous les ans. Mais alors, je pense que la solution, c'est une dématérialisation. Parce que quand vous êtes un étudiant Erasmus, vous rentrez, vous avez des droits, c'est tout à fait normal. Vous quittez le territoire, il n'y a aucun lien avec votre départ et le maintien de la carte vitale en fonction, si j'ose dire. Elle n'est pas dématérialisée, enfin elle n'est pas désactivée. Sauf si vous précisez que vous partez. Sinon, vous la passez à un copain qui s'en sert et tout va bien. Bon, il y a des millions de cas. Il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre votre présence sur le territoire et cette carte. Carte vitale à durée limitée, c'est-à-dire qu'on aurait notre carte vitale et au bout de 2 ans, on serait obligé de la faire renouveler. Par exemple, ou alors on la dématérialise complètement. Oui. Et quand il y a un problème, les services la désactivent.
Ce qui veut dire que vous êtes obligé de vous présenter physiquement pour montrer que vous êtes là, que tout va bien, pour continuer à percevoir les prestations. Alors je sais bien